fait M. Malpass et Mme Georgieva? Donc, nous vous posons cette question. Nous allons vous la poser en anglais, ensuite nous allons la traduire. What could or would be your answer if one of any of your relatives ask you, what are you making the Algerian nation suffer? Quelle serait votre réponse si un de vos proches vous posait la question suivante? Pourquoi faites-vous souffrir la nation algérienne? Monsieur, les banques, problème de liquidité monétaire, problème de ceci, problème de trésorerie des banques, etc., etc. Madame Georgieva, Madame Monsieur David Malpass, nous n'allons pas, nous n'irons pas avec le dos de la cuillère. Ce qui est visé, nous suivons ce qui se passe en Tunisie et au Maroc. La première remarque, aucun procès n'a touché le secteur financier en Algérie. Si vraiment le secteur financier en Algérie, le secteur bancaire en Algérie est aussi sain que nous pouvons le croire, quand même, nous sommes ravis. Nous sommes que ravis de cette situation. Deuxième remarque, est-il, en voyant le site internet de la Banque d'Algérie, le site internet, c'est tout, pas plus, le site internet de la Banque d'Algérie, ou bien les sites internet de différentes banques qui proposent des produits islamiques pour permettre l'entrée de l'argent du pays du Galles en Algérie dans le secteur de l'agriculture. Est-il possible d'être optimiste sur la modernisation du secteur bancaire en Algérie? Préférons plutôt citer les fameux memes, les fameux citations là, les fameux slogans, les fameux le slogan de Too Big to Fail, trop grand pour chuter, concernant les grandes banques mondiales. To fail to jail, si tu échoues, tu iras en prison. C'est le cas de certaines banques américaines. Mais maintenant, because you are failed, you will be sold. C'est parce que tu as failli que tu seras vendu. La banque, toute banque qui a failli doit être vendue. Nous sommes pour la vente des entreprises publiques. Il n'y a aucun problème pour ça. Condition que ceux qui doivent les vendre savent les vendre. Ils doivent savoir les vendre. À condition que ceux qui vont les vendre savent à qui les vendre. À condition que ceux qui savent les vendre savent à qui les vendre. Ça, c'est la deuxième condition. Bien sûr, quel est l'arbitre qui va décider sur le prix de cession d'une banque? Non, nous pensons, nous suspectons, parce que nous ignorons quels sont les accords qui sont signés, la teneur des accords signés entre l'Algérie, l'État algérien et la Banque mondiale et l'UFMI. Nous pensons que, comme l'ont vécu la Tunisie et le Maroc, il s'agit de préparer le terrain pour les banques étrangères pour la libéralisation totale du secteur bancaire algérien et pour le marché libre de la finance en Algérie. Donc, pour cela, il faudra liquider certaines banques publiques et en privatiser d'autres. La liquidation, comment se fera? La liquidation du premier facteur, c'est le facteur humain. Les départ à la retraite, ceux qui vont quitter d'eux-mêmes vont quitter d'eux-mêmes, ceux qui seront réabsorbés par d'autres banques ou d'autres compagnies, par du piston, par du pantouflage ou par la compétence.
Donc, il restera, qu'est-ce qu'il restera? Les dettes de l'entreprise. Dans ce cas-là, elles seront collées à l'État algérien qui va les assumer. Et les actifs liquides des banques publiques qui resteront seront vendus à des Algériens ou à des étrangers. Selon les actifs très liquides, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bâtiments dans les grandes villes, même si cela a diminué. Donc, toutes les opérations, donc tout ce qui touche à aux banques là, c'est la préparation d'un marché un peu plus large, c'est-à-dire la création d'une demande. Bon, la demande solvable, elle doit exister. C'est de créer un service de qualité pour cette demande solvable à travers les banques étrangères. Et si les banques étrangères que nous avons traitées en 2015, avec l'histoire du partenariat public-privé, hein, et s'il y a des banques qui sont très gentilles, qui sont angéliques, elles sont les bienvenues en Algérie. Dans le cas contraire, il est préférable qu'elles restent là où elles sont. Donc ça, c'est pour le pétrole, l'industrie, les banques. Nous répétons, Madame Georgieva, directrice générale du FMI, et Monsieur Malpass de la Banque mondiale, que nous supplions nos compatriotes algériens de demeurer pacifiques, de continuer à résister dans la dignité. Du Canada, nous pouvons appeler à toutes les formes de violence. Nous leur demandons d'accepter tous les sacrifices qui leur seront demandés pour être solides, qui seront utilisés, dont bénéficieront les soldats qui sont aux frontières. Bon, l'industrie, donc, nous l'avons abordé maintenant. Le dernier élément, du moins, que nous aborderons rapidement. Les autres, nous allons entrer un peu plus les chiffres. Voici les ressources hydriques. Le problème de l'eau en Algérie. L'Algérie, elle est là. Elle est là. Quand on regarde la légende ici, l'Algérie est dans des niveaux de rareté absolue de l'eau. Quand nous disons que l'Algérie est dans une zone avec une eau à rareté absolue, il y a trois problèmes qui se posent. Problème que vont-ils boire? Il y a les problèmes de toutes les maladies liées au stress hydrique qu'il faudra payer. 3. Avec quelle eau seront développées les industries? Et avec quelle eau allons-nous quelle eau sera utilisée par l'armée algérienne? Est-ce que le problème de l'eau pourrait créer une guerre fratricide, une guerre civile? Oui. Les économies sur les plateaux de télévision, dans les journaux, ils vous trouvent toutes les corrélations. Oui, parce que ceci, l'économie, parce que le budget, parce que la contrainte budgétaire, parce que la monnaie, parce que le drachme, la drachme plutôt, juste sur toutes les relations économiques, là, hein, toutes les corrélations entre l'économie et le comportement coopératif. Mais nous vous dirons jamais une chose, quelque chose de très simple. Tous les pays de l'Europe du Sud ont un arbre qui est commun à tout le monde. Ils sont en Algérie, en Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord et dans la région de toute la Méditerranée. C'est quoi? C'est l'olivier. Ça, on ne trouve jamais de corrélation. Est-ce que l'olivier pourrait être une corrélation? Est-ce que l'existence de l'olivier dans les pays d'Europe du Sud et dans tout le bassin méditerranéen a une relation avec l'économie? Est-ce que... C'est un bon sujet. La nature. Donc il y a de la culture musulmane, de la culture amazigh, de la culture arabe, etc. C'est bien hein, de mélanger de temps en temps. Eh bien, nous avons dit la dernière dans les présentations précédentes,
Les investissements, nous avons dit qu'ils visaient l'industrie lourde, l'automobile, l'énergie, etc., etc. Donc ça demande des investissements, ça demande de l'extraction. On doit creuser là, hein, on doit creuser pour avoir du pétrole, du gaz de schiste, de l'uranium, de l'or, du fer pour ArcelorMittal. Là-bas, ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, n'habite pas en Inde, il habite à Londres, dans un quartier défiscalisé. Donc on doit creuser, hein, on doit faire de l'extraction, etc. Quand on fait de l'extraction, etc., ça fait la diminution des ressources naturelles. Mais voici. Sauf qu'en économie des ressources naturelles, l'équilibre instable est au début, l'équilibre instable est à la fin. Voilà, donc ça c'est le MSY, c'est Maximum Sustainable Yield, le rendement maximal soutenable. Et il y a ce qu'on appelle le Maximum Economic Yield. Ça c'est l'optimum économique, c'est-à-dire l'offre et la demande se croisent, on trouve cette quantité. Mais sauf qu'ici, l'équilibre instable est là, l'équilibre stable, il est là. L'équilibre instable, il est là. C'est-à-dire, on a consommé beaucoup, on va aller descendre. Où est-ce qu'on a consommé beaucoup? Avec l'industrie industrialisante. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'ancien programme d'ajustement structurel, aller vers le pétrole, etc., etc. Donc, avec le programme d'ajustement structurel, qu'est-ce qui va se produire? On va faire encore ça. Waouh! Et qu'est-ce qui va se passer avec l'équilibre instable? Il va se rapprocher. L'équilibre instable sera là maintenant. Quelque part ici. Ah, donc ça c'est la nature. Donc pour les consommations, plus les investissements, plus les dépenses du gouvernement, nous en avons parlé. Donc tout ça, quand on fait agir sur la famille, sur les ressources naturelles, avec un salaire minimum, j'ai dit 2 mots, nous allons voir les populations. Nous avons ici la population, nous avons ici le taux d'accroissement naturel, nous avons ici la natalité, la courbe de natalité, nous avons ici la courbe de mortalité. Donc si nous considérons que les conditions de vie vont s'améliorer, donc la natalité va rester stable, la mortalité va encore diminuer, donc l'équilibre instable sera encore plus loin. Il sera quelque part ici. Mais maintenant, si nous considérons que les conditions de vie en Algérie vont se détériorer, qu'est-ce qui va se passer? La natalité va rester la même, ou bien diminuer un petit peu, alors que d'après cette théorie, elle va augmenter, la natalité, mais la mortalité va augmenter plus rapidement, parce que les conditions de santé vont se détériorer, c'est la loi sur la santé, là. Hein? ABS, organisme à but lucratif et organisme sans but lucratif et la rationalisation de la dépense dans le domaine de la santé. Hein? Et notre pays, voilà les effets d'évaluation. Maintenant ici j'ai mis étoile, rendre cette équation plus belle. Elle doit être plus belle. Elle doit être très charmante là. Hein? Il faut la maquiller un petit peu. صراحة سيارو بالمنى سمعتو. Ici nous avons parlé d'équilibre stable, équilibre instable, équilibre stable, équilibre instable. Équilibre instable, donc voilà, c'est ça. Équilibre stable et instable. Donc, voilà. Nous avons dit que cette équation doit être rendue plus belle. Un peu de maquillage. Cette équation, elle est statique. C'est-à-dire qu'elle est fixe dans un point dans le temps. Donc pour la rendre statique, dynamique. C'est-à-dire donc, on va la multiplier au minimum à stylo. On va la multiplier au minimum par une petite variable très sympathique. 1 plus R puissance T. 1 plus R c'est le taux d'accroissement naturel de la population. T, c'est le nombre d'années. Donc,
comme ça, on lui fait ça, il ne devient pas plus petit, il devient plus grand. Le dénominateur là, il devient plus grand. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le temps continu. Maintenant, discret, pardon, temps discret, le lapsus. Maintenant, on va le rendre continu ce temps. Multiplié par E, R exponentielle, E, R, T. R, c'est toujours le même taux d'accroissement naturel, T, c'est toujours le temps. Par exemple, vous mettez sur 5 ans. Wow. Et exponentielle RT va plus vite que 1 plus R puissance T. On va la rendre un petit baguette, ce sera le dernier coup. Ici, la dévaluation. La dévaluation. Maintenant, cette année, ils ont décidé de dévaluer de D, 2, 0,5%, 20%. Je m'en fous du chiffre, moi. Vous mettez les chiffres que vous voulez ici et vous faites des calculs. Mais ça, c'est en 2015. En 2016, ils veulent dévaluer d'encore un peu, 2% ou 1%. Il ne faut pas faire l'erreur de faire 5% plus 2%. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça fait ça. On le multiplie par 1 moins D'. La dévaluation, la prochaine évaluation. Pourquoi je dis la prochaine évaluation? C'est pas de la théorie, là. Bon, c'est de la théorie, c'est vrai, c'est du calcul mathématique, là. Parce qu'ils ont décidé d'augmenter les salaires pour déclencher l'inflation, pour laquelle l'inflation va déclencher normalement, ceteris paribus, hein. Ceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs, ou bien in English, business as usual. Donc, investissement, etc., etc., etc. Ensuite, paf, inflation, ensuite dévaluation. On revient vers la dévaluation. Donc, je pense qu'ils vont dévaluer encore un peu. Un moins des primes. Maintenant, quand on fait un moins des primes, ici, ça sera multiplié par 1 plus des primes. Ok. Ça, c'est pas bon. On va arranger ça. On va arranger ça. On va arranger ça. Quand c'est des multiplications là, sur géométrique, on fait un pi, un beau pi comme ça, qui veut dire multiplication. 1 plus des primes. Là, plus des primes, vous mettez des primes de 1, de 0, jusqu'à autant que vous voulez. Donc ça, c'est une suite géométrique. Que les effets de la dévaluation du dinar algérien, moi qui suis radicalement contre, là, risquent de perdre des petits qui ne sont pas heureux. Je suis désolé pour eux. À la trappe de liquidité financière appliquée à l'Algérie. Bien sûr. Les hypothèses. Toujours les hypothèses. LV égale PT. Ça, c'est l'équation de Friedman sur la théorie quantitative de la monnaie. Dans un texte publié sur le web, j'ai signé. David Ricardo a été le premier à attaquer. Il est insensé de mesurer une économie avec une monnaie qui change de valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un étalon fixe. Ça, c'est la première. David Ricardo. C'est lui qui a bougé. Bon, ben, on doit continuer avec l'argent, mesurer l'économie avec de l'argent, on la mesure. Mais pour lui, c'est insensé, c'est débile. Deuxième, d'après John Kenneth Galbraith, et non pas James Kenneth Galbraith, le fils, Milton Friedman, himself, à la fin de ses jours, il a regretté d'avoir défendu bec et ongle sa propre théorie. LV égale PT, parce que l'économie mondiale a pris une autre tournure. Mesurer la masse monétaire et la vélocité par l'indice des prix et les transactions à l'ère du numérique, c'est un peu difficile là. Et avec toutes les transformations bancaires que font les banques, il est difficile de mesurer l'indice des prix là. Ça c'est le. Comme je l'ai dit, bon, je passe.
fasse ça. Pour moi, hypothèse. Le taux de l'inflation en Algérie est égal à la croissance monétaire excédant la croissance du PIB. Delta P sur P égale delta M sur M moins delta Y sur Y. Delta M, la M c'est la masse monétaire, Y c'est le PIB. Je ne me suis pas préparé pour reprendre toutes les équations sur les banques, etc., sur les réserves obligatoires et obligataires, etc. Mais je vais continuer. Pour Olivier Blanchard, voici le schéma de la liquidité, le schéma d'une trappe de liquidité financière. Il y a une demande de monnaie, il y a une offre de monnaie, il y a un équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à un niveau de taux d'intérêt nominal. I, il donne A. On fait de l'expansion monétaire, MS, c'est money supply. Il passe, le taux d'intérêt se rapproche de 0. Ensuite, on fait de l'expansion monétaire sans qu'il y ait de changement de taux d'intérêt 0. Là, la question qui s'est posée, la question sur laquelle j'ai débattu assez décontractée, mais c'était très dur comme discussion, hein, très dur, et je vais en arriver. Hein. Très dur, mais ici avec les professeurs, tout est cool, hein, tout est cool. Pour Olivier Blanchard, la trappe de liquidité financière, elle est là, c'est ce segment baissier. Mais il n'y a que le taux d'intérêt nominal qui est défini. Actuellement, la Fed, la Federal Reserve, la BCE, ils sont dans les taux d'intérêt négatifs. La BCE, elle ne va pas tarder normalement. La Bundesbank en Allemagne a pratiqué les taux d'intérêt négatifs depuis longtemps. Anecdote, en 1929, le crash de Wall Street en 1929, Fisher, celui qui a fait l'indice des prix, etc., il a le paradoxe du Fisher, etc. Le 14 octobre, il a dit que le niveau de prix a atteint un plateau, the prices have reached a plateau, au-delà duquel il ne peut plus aller. Le lendemain, c'est l'explosion de l'inflation. Ça, on va me dire, c'est 1929. Ok. Pensez au Zimbabwe en 2007-2008, une inflation de 2 800 000%. Vous l'avez quand jeté un coup d'œil sur la presse, vous allez trouver inflation au Zimbabwe 2007-2008, c'est lié à la terre. On a trouvé la corrélation de l'événement qu'on croit c'est lié à l'expulsion des blancs de leur terre, etc. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Pas. Bon, la corrélation existe, mais est-ce que la causalité est établie? Je ne sais pas. Donc, la question que posée, pourquoi, pour moi, ces questions me turlupinent. Bon, quand c'est compliqué, j'adore ça. Pourquoi la trappe de liquidité financière pour Olivier Blanchard, conseiller du FMI qui est venu en Algérie? Et ça, entre parenthèses, quand Olivier Blanchard vient en Algérie, il vous parle du prix du pétrole. Ici en Amérique du Nord, quand les prix du pétrole, baissent, les prix baissent. Ok? Les prix baissent, parce que c'est un intrant. C'est un facteur de production très important. Et quand les prix baissent, la demande augmente. Et quand la demande augmente, ça veut dire qu'il y aura de l'engagement. On recrute la force de travail. Donc, bon, donc peut-être, bon, actuellement, ça ne se produit pas. Je vais revenir sur la question de l'inflation, de la déflation et de la reflation. Donc, la discussion était ça. Donc, à partir de là, dans ce segment baissier, pour Olivier Blanchard, reprenant John Maynard Keynes, il dit ici, bon, ben, les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, auront tendance à garder un peu plus d'argent dans nos poches, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors que il n'y a pas de taux nominal négatif, il n'a pas été prévu dans la théorie. Actuellement, ça se passe. Je quitte les États-Unis, je quitte le Canada. En Algérie, j'affirme, sans démonstration aucune, que l'Algérie est dans une trappe de liquidité financière. Si quelqu'un veut dire le contraire, bienvenue. Sauf que, ils vont me dire, où est parti l'argent de l'AIG, de l'ANSEJ, du CALPI,
du soutien aux exportations, de l'aide et les transferts sociaux, c'est-à-dire cet argent qu'on distribue gratuitement à certaines catégories de personnes en Algérie, là, qu'on nous dise. Maintenant, pourquoi? Et il y a une question de sécurité de l'État, là, est-ce qu'il y a de la fausse monnaie en Algérie, là, hein, il faut le dire. L'inflation et le taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt réel, il est défini par le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Bon, si le taux d'intérêt nominal est de 5%, l'inflation est de 2%, taux d'intérêt réel 3%. Super, la banque est toujours gagnante. L'investisseur est toujours gagnant. Mais dans le cas où le taux d'intérêt nominal est égal à 0, et l'inflation est égale à 0. Donc le taux d'intérêt réel est égal à 0. On est dans ce cas-là. Je ne vais pas traiter ce cas maintenant. Mais dans le cas où le taux d'intérêt nominal est négatif, c'est-à-dire je suis là. Pour Olivier Blanchard, il arrête. La trappe de liquidité financière, c'est le segment linéaire baissé. Moi, je affirme que la demande d'argent, la demande de monnaie va encore augmenter. Sauf que ce sera de l'argent négatif. Il existe. Vous prenez des billets, c'est ce qu'on appelle... ici, on l'a dit, là, on le dit. Ici, à l'université, il n'y a pas de problème. En France, vous avez Philippe de Sarti qui le dit. Hein. C'est du papier toilette. Il ne vaut absolument rien. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette demande de monnaie? Quand elle a atteint en valeur absolue, l'offre de monnaie de la banque. Donc, l'offre de monnaie de la banque centrale doit être connue pour voir quand est-ce qu'en valeur absolue, cette demande de monnaie va être égale. Et là, on ne peut plus calculer avec le taux d'intérêt nominal, nous allons introduire la variable, le taux d'intérêt réel. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, pour mes compatriotes d'Algérie, c'est ce qu'on appelle le bien-être social. Hein. Là, c'est un bien-être social mondial. C'est-à-dire que quand on vous dit bien-être social, c'est pas de la littérature ou c'est du chiffre là. Hein. Bien-être social mondial. Lié aux crises mondiales actuellement. Qu'est-ce qui se présente? Nous allons prendre un exemple tout simple. Le taux d'intérêt nominal, je vais supposer qu'il est de moins 2. Je vais supposer qu'il est de moins 2. L'inflation, maintenant, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Là, je fais le geste d'un de mes professeurs. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. La désinflation, c'est la baisse des prix, tout en demeurant positive. C'est-à-dire, il y a la croissance, elle est positive, mais dans une faible mesure. La déflation, c'est la baisse des prix qui devient négative. C'est-à-dire, quand on parle de déflation, d'un point de vue mathématique, attention, là, je vais manipuler un mot, ne soyez pas surpris. La déflation, c'est une inflation négative. Maintenant, si je dis que l'inflation est négative, je recalcule mon taux d'intérêt réel. Moins 2, je suppose que l'inflation est de moins 10. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Moins 2, moins 10, ça va devenir plus 8. C'est-à-dire, on est là, à peu près, hein, à peu près. Donc, à la même demande de monnaie, on est ici, nous allons déplacer, nous allons prendre cette barre-là, cette droite-là, cette droite-là, cette droite-là, c'est ce qu'on appelle l'offre de monnaie, on doit la déplacer ici.
déplacer. Je ne suis pas un monétariste là, hein. Je suis un anti-monétariste primaire. Hein. Je me définis comme étant un anti-rationaliste, un anti-marginaliste. Mais là, dans ce cas-là, je me mets dans la peau d'un capitaliste. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas, à la gauche, je ne sais pas quoi. Maintenant, comment on va déplacer cette barre-là, cette roue de monnaie, vers là? Première solution. L'enlever carrément. Je l'enlève. Il n'y a plus d'argent. Non, plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, donc on ne demande plus d'argent. Vous allez être surpris. Non, ça existe. C'est le retour à l'état de nature. Ben, ça fait longtemps, en Algérie, nous ne sommes pas habitués à des raisonnements simples à l'américain. Oui, il n'y a plus d'argent. On ne demande plus d'argent. On redevient naturel. Voilà, comme on était il y a 3000 ans, E.D. là, antédominion. On revient en l'an 3000 avant Jésus-Christ, du longtemps. Mais il n'y a pas d'argent, les gens vivent bien, etc. etc. C'est l'état de nature, c'est-à-dire on est au stade animal. Tu me donnes, je te donne, on fait un échange, on se bat, c'est la loi du plus fort. Ça ne marche pas en Algérie, ça ne va pas marcher. Bon, bref. Donc on ne peut pas supprimer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de la déplacer un petit peu, vers la gauche, pour réduire l'offre de monnaie. Parce que là, le taux d'intérêt, quand il devient positif, le taux d'intérêt, c'est l'inflation qui va revenir. Mais il n'y a pas de production là, il n'y a pas de production. L'inflation va exploser là, mais il n'y a pas de production. On va tenter de la ramener. Comment? On peut prendre les billets de 2000 dinars, monsieur, on les démonétise. Ils ne valent plus rien. Donc, c'est tout le monde qui va revenir vers la banque, tenez les billets de 2000 dinars, etc. etc. Oh. C'est dangereux là. C'est une opération dangereuse. La Libye, on a trinqué. J'ai travaillé sur la Libye. On a trinqué sur ça. Ben maintenant, si on met en plus des 2000 dinars officiels, c'est-à-dire de la banque centrale, là, émis par l'hôtel des monnaies, maintenant, s'il y a des faux billets là, dedans, là, on risque de racheter de la monnaie simple, de la fausse monnaie, avec de la vraie monnaie. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Donc là, il faut un état de guerre monétaire aux frontières. Numéro de série, etc. C'est une opération ad hoc. Ce que peut se faire, bon, on dit, non mais c'est pas possible. Non, non, on ne répond pas par non, c'est pas possible, par oui, mais, etc. Je suis dans l'absolu, dans le raisonnement théorique. Oui, on peut déclarer un état d'urgence monétaire en Algérie. Moi, je parle. Quand est-ce que ça va éclater maintenant? Je ne suis pas sûr, mais je le pense. Puisque l'argent, l'émission monétaire, elle est allée dans les investissements, je ne sais pas quoi, etc., etc., mais elle est allée aussi dans l'enseigne, dans l'Indie, etc. Toute cette clientèle-là, elle a fourni des hypothèques. Suivez mon doigt vers les hypothèques aux États-Unis, les maisons qui ont été hypothéquées. Ces personnes-là ont fourni des hypothèques. Si l'État tente le forcing de récupérer légalement ces hypothèques, c'est son droit le plus absolu, aux États-Unis ça s'est fait et il n'y a pas eu de guerre. En Algérie, ça risque. Pourquoi les hypothèques risquent d'exploser? Bon, parce qu'il y a un laisser-aller administratif, bureaucratique, mais parce que la force de la loi ne pourra pas s'appliquer. Maintenant, si on ramasse, on va supposer, on est dans le cas, la loi s'applique, il y a la force, on récupère les hypothèques. De quoi sont composées les hypothèques? Elles sont composées de maisons et de terres. Donc si l'État tente de récupérer les terres qui ont été hypothéquées, l'État n'a pas de flair dans les bureaux du ministère de la Défense, des Finances, etc., etc. Donc ce sont les flairs, les paysans qui sont là, à côté de chez nous, là, à côté de Boucheville, etc., etc., qui n'auront plus de travail. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront plus de travail, il n'y a pas de terre de travail, etc., etc. Donc il n'y aura plus de production et c'est là où ça va exploser.
L'inflation, c'est-à-dire nous allons vivre le cas du Zimbabwe. Qu'est-ce qui reste maintenant comme solution pour cette trappe de liquidité financière? Un acte volontariste. Les gens disent, voilà, c'est de l'argent, ben, il ne m'appartient pas, c'est de la fausse monnaie, bon, je m'excuse, bon, maintenant on le condamne ou qu'on ne le condamne pas. Bien. Il n'y a pas de réponse économique. La réponse est à chercher ailleurs. Il faut la chercher dans le cœur des Algériens.